Bonjour à tous, bienvenue sur Dis-moi podcast. Aujourd'hui, on accueille le talentueux, le brillant, le créatif. J'appelle Maounou Feliho, a.k.a. Egloyer. Voilà, il ne se présente plus, on le connaît, on l'a déjà forcément vu sur les réseaux. Et je l'accueille parce qu'on veut parler de TDAH aujourd'hui, donc trouble du déficit de l'attention. Et c'est quelqu'un qui a été diagnostiqué comme ayant un TDAH. Il va parler de son expérience, il va parler des mythes et des idées reçues qu'on a sur le TDAH. On va partager comment on voit le monde quand on a un TDAH. Alors, petit avertissement quand même, cette vidéo ne remplace pas du tout un avis médical, un avis d'expert. Si vous n'allez pas bien, on vous encourage vivement à aller consulter des experts, des professionnels ou juste à contacter Dis-moi qui va vous mettre en relation avec son réseau d'experts. Il s'agit ici d'une vidéo qui est juste informative, qui est basée sur du vécu, de l'expérience personnelle et qui vise à juste ouvrir le débat. Donc voilà. Et je vous souhaite un très bon visionnage. Avant de passer à l'épisode du jour, on tenait à vous rappeler que vous aussi vous pouvez participer à notre prochaine étude sur la santé mentale. Ça ne prend que 2 minutes, ça se passe dans le lien de la description et c'est anonyme. On tenait aussi à vous remercier pour votre soutien. Vos idées importent beaucoup, donc merci de participer. Alors, je sais que tu as beaucoup travaillé sur le concept de neurodivergence. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, juste expliquer ce que c'est et en fait, comment aussi ça affecte la santé mentale? OK, alors beaucoup travailler, c'est beaucoup dire. Passer un peu de temps quand même sur la question, et de manière très simple, je dirais que, la neurodivergence, c'est tout simplement, on va dire tous ces cerveaux qui divergent de, la norme. Donc, comme conditions neurodivergentes, je peux citer par exemple, des conditions comme le TDAH, dont on va pas mal parler aujourd'hui, Ouais. l'autisme, le symbole Gilles de la Tourette par exemple, tous ceux qui ont souffrent de dépression, d'anxiété et cetera. En fait, il y a plus de 40 conditions, si je ne me trompe pas, qui, Ouais, 40. plus de 40, oui, qui, on va dire, sont contenues sous le parapluie, on va dire, de la neurodivergence. Donc, voilà. Ok, ok. Et du coup, en fait, comment ça affecte la santé mentale du coup? Bah, beaucoup de gens, on va dire, qui, s'identifient comme neurodivergents, heu, comme, on va dire, des personnes neurotypiques aussi, rencontrent des problèmes de santé mentale. Pour les personnes neurodivergentes, la vraie difficulté, c'est que, je pense beaucoup de leurs soucis de santé mentale sont justement intimement liés à leurs conditions neurodivergentes et c'est différent en fait en fonction de la personne à qui tu t'adresses, en fonction de la condition que la personne a et tout. Donc D'accord. aujourd'hui, peut-être on va essayer de je vais essayer de partager peut-être avec vous, pour ce qui me concerne et voilà. C'est un peu difficile justement de, parler de façon générale parce que Ouais. toutes ces conditions neurodivergentes sont différentes et même si vous prenez 2 personnes qui, s'identifient à la même condition neurodivergente et ben ils vont avoir probablement des expériences différentes. Même s'il y a des points communs, ils vont pas forcément avoir, de A à Z, les mêmes expériences. Donc c'est pour ça que j'essaye d'être aussi un peu Ouais. précautionneux sur cette question-là et ne pas donner, on va dire, des informations générales, là où il ne faudrait pas. Ok, ok. Du coup, est-ce que ça veut dire aussi que enfin, le TDAH, c'est aussi une des conditions de neurodivergence, c'est ça? Le TDAH est très clairement une condition neurodivergente. Ok. Alors, je vais même, essayer de récupérer une petite définition, pour faire les choses, Ok. on va dire de façon carrée. Donc, de façon simple, en fait, le TDAH, donc le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Alors, c'est comme ça souvent qu'on l'appelle. Ok. Personnellement, je pense que la notion d'hyperactivité est toujours présente. Des fois, elle se manifeste physiquement, des fois, elle est beaucoup plus, internalisée et mentale. Et Ok. donc, cette condition-là, donc de TDAH, a un trouble neurodéveloppemental qui est donc caractérisé par des comportements d'inattention, d'inactivité, d'hyperactivité, je m'excuse, Mhm. et d'impulsivité. Donc, ce sont les 3 grandes catégories, en fait, qui permettent de, voilà, définir ou diagnostiquer quelqu'un avec, un TDAH. Et donc, ces personnes, en fait, qui ont un TDAH ont donc ce type de comportement de manière, on va dire, plus fréquente
que les personnes dites neurotypiques ou entre guillemets, vraiment entre guillemets normales. D'accord, d'accord, d'accord. Et du coup, en fait, est-ce qu'il y a, enfin, je sais qu'il y a souvent des malentendus autour du TDAH, en fait. Quels sont selon toi les plus grands mythes ou les idées fausses en fait que les gens ont à propos de cette condition-là? Bah, il y en a beaucoup et je pense qu'en fonction de l'endroit où on se trouve, ça va ça va changer. Moi, je sais que chez nous au Bénin, par exemple, beaucoup de gens pensent que ce sont des conditions qui ne nous concernent pas du tout, nous. Ce sont des problèmes pour personnes blanches, ce Pour qui ça. n'est absolument pas le cas. Si voilà, ça touche toutes les personnes qui ont un cerveau humain. Ouais. Donc, peu importe la couleur de peau ou l'origine ou le background socio-culturel. Une autre, on va dire, un autre mythe autour de cette condition, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est une condition qui ne touche que les enfants. Mais Ah, ce n'est pas réellement le cas, parce que même si ça touche, on va dire, on le détecte principalement chez les chez enfants, les enfants. n'importe quel type d'enfant, je précise, chez les enfants blancs et précisément chez les jeunes garçons blancs. Parce que même dans les populations, on va dire, blanches, même les femmes ont également des difficultés d'accès au diagnostic, mais Ok. peut-être qu'on reviendra et tout dessus Ouais, après. ouais. Donc, un autre mythe, c'est que beaucoup de gens pensent que le TDAH, c'est juste, voilà, quand un enfant est hyperactif, quand il court partout, quand il saute sur les meubles, etc. Mais le TDAH, justement, concerne également des personnes qui sont, on va dire, d'un âge beaucoup plus avancé et ne se manifestent pas tout le temps de manière purement physique. Et justement, sur ce point-là, j'ai découvert justement la notion de masking et la notion de Quoi? masking. Masking, Alors, ok. je pense qu'en français, on pourrait le traduire par masquage. Et tout simplement, c'est lorsque vous vivez dans un environnement qui fait très clairement savoir que le fait d'être vous-même euh, est problématique. On grandit, en fait, on évolue en développant justement toutes sortes de mécanismes pour cacher, en fait, tous ces traits liés à sa neurodivergence. Et par exemple, mais vraiment un exemple très caricatural, si pendant toute ton enfance, on t'a constamment répété que tu parles trop, par exemple, il y a de fortes chances que tu l'intègres et qu'en grandissant, tu sois beaucoup plus mindful, sois beaucoup plus, on va dire, à l'écoute, ou plutôt, tu fasses beaucoup plus attention à ton Hmm. parole. Et donc, tu te censures un peu Ouais. volontairement ou involontairement pour éviter donc d'être puni dans des conditions, dans des situations sociales. Donc voilà. Un autre mythe aussi que je veux vraiment mentionner là, c'est que beaucoup de personnes pensent que le TDAH ou les conditions neurodivergentes, ce sont des maladies qu'il faut soigner. Ce n'est pas réellement le cas. Certes, dans beaucoup de situations, ça peut poser des challenges qu'il faut bien sûr adresser, mais les conditions neurodivergentes, en fait, ne sont que l'une des nombreuses expressions du cerveau humain. Et il faut que progressivement, on arrête de le voir simplement comme une maladie, mais plutôt comme juste une façon d'être, en fait. Et il faut qu'on accepte aussi d'être un tout petit peu plus tolérant et d'accepter un peu plus des personnes qui sont peut-être un peu différentes de nous, qui ont un cerveau constitué différemment ou qui simplement se Ouais. comportent différemment, en fait, en société. Bien sûr, tant que ça ne vous impacte pas et ça ne n'atteint pas votre respect ou votre dignité. Voilà. Ok. Donc, j'en ai encore, je crois, deux ou trois autres. Mhm. Je sais que beaucoup de gens pensent que aujourd'hui, surtout qu'il y a beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux qui émergent sur la question, beaucoup de Ouais. gens pensent que c'est une excuse lorsque quelqu'un dit «Ah, mais j'ai un TDAH». Mais en fait, non, ce n'est pas une excuse, c'est la réalité, en fait. Il y a vraiment des gens qui pensent que c'est une excuse, genre Bien vraiment. sûr, bien sûr. MDR. Je te prends juste un tout petit exemple. Beaucoup de personnes qui ont un TDAH ont des difficultés avec la perception du temps. Donc, euh, pour ces gens-là, une heure peut paraître comme étant une minute, tout comme une minute, des fois, peut paraître comme étant une heure. Donc, vous pouvez comprendre que quelqu'un qui a un challenge comme ça peut être compliqué pour lui d'arriver peut-être tout le temps à l'heure. Ça peut être compliqué pour Ouais. lui de bien tenir son agenda, d'honorer ses rendez-vous comme il faut, de payer ses factures à temps, etc., etc. Donc, vous voyez déjà un peu tout ce que ça peut Ouais. également créer comme difficulté. Et également, il y a également une autre euh, on va dire, misconception, qui est que les personnes avec un TDAH sont paresseuses. Bah,
Pas vraiment, parce qu'une personne avec un TDAH, en moyenne, on va dire, traite beaucoup plus d'informations sur le plan cognitif qu'une personne dite neurotypique. Et lorsque vous avez à traiter beaucoup plus d'informations que la moyenne, bah forcément, ça consomme des ressources et Ouais, ça fatigue. Donc, moi, je sais que, voilà, même dans, on va dire, mes jeunes années, quand j'étais beaucoup plus jeune, encore adolescent et tout, ouais. je sais que plusieurs fois, j'ai eu ce genre de commentaires voilà, à mon endroit, qui me faisait passer pour quelqu'un de paresseux, alors que ceux qui me connaissent savent très bien que je suis loin d'être paresseux. C'est totalement le contraire. J'ai même des fois du mal à tenir en place. Donc voilà. Et tout dernier point. Mais euh, attends, juste pour revenir enfin, tu as dit un truc, moi, en fait, qui m'intéresse et j'ai envie vraiment d'entrer dans ta tête et voir un peu comment tu vois le monde, tu vois. Genre, t'as dit tout à l'heure que, genre, euh, c'était comme si tu arrivais à, je vais dire, avoir de l'attention sur 1000 choses en même temps, tu vois. traiter Genre, beaucoup c'est-à-dire d'informations. que ton cerveau, enfin, il arrive à rester concentré sur, enfin, sur quelque chose, c'est ça? Ou, enfin, comment, de façon concrète, c'est quoi? Alors, comment je peux te dire ça très simplement? Je dirais juste que, mais en fait, c'est même très drôle que tu me poses la question parce que ça rejoint justement le dernier point que je voulais partager Ah, avec ok, toi. ok. On pense souvent que les gens qui ont un TDAH ont en fait un déficit pour tout ce qui concerne l'attention. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas justement à avoir leur attention, Ok. on va dire, de manière soutenue sur Oui. un sujet ou un point. Oui. Alors, c'est pas réellement le cas. Je dirais que ces gens ont des différences en fait pour ce qui concerne l'attention. Ok. Je peux me retrouver dans une situation où je travaille, j'engage sur une activité pendant des heures sans Ouais. voir le temps passer. Ça m'arrive très souvent. Tout comme je peux essayer justement de me concentrer sur une tâche que je trouve peut-être pas forcément sexy ou pas forcément Ouais. intéressante et juste, j'arrive pas à commencer, juste, j'arrive pas à le faire. C'est des expériences que j'ai déjà rencontrées plusieurs fois, que ce soit à l'école, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans la vie de tous les jours. Euh, donc voilà, il y a vraiment on va dire, ces deux aspects-là qui sont Ouais. tout le temps présents. Je peux à la Ouais. fois soit me concentrer vraiment pendant de très longues heures, ou alors je peux avoir Ouais, juste ouais. à démarrer quelque chose et à faire une tâche que mon cerveau trouve inintéressante. D'accord. Et ça nous amène également à la notion enfin, au fait que souvent les personnes qui ont un TDAH, il faut vraiment regarder, leur cerveau fonctionne mieux lorsqu'ils sont vraiment intéressés sur un sujet. Hmm. Lorsque mon intérêt est piqué, lorsque ma curiosité est activée, je peux passer vraiment beaucoup de temps à explorer un sujet, à rentrer au fond d'une question, à Ouais. découvrir quelque chose. Et d'ailleurs, même, je pense que la plupart des contenus, la plupart on va dire, activités créatives que j'ai eu à faire par le passé et pour lesquelles, on va dire, des gens m'ont découvert et tout, bah, ce sont justement ces sujets-là qui, moi, ont Hmm. capté mon attention et qui ont fait que, bah, j'avais aucune difficulté à y dédier plusieurs heures, en fait, à créer justement dans ce sens-là, parce que Ouais. justement, ça m'épanouissait et ça me faisait me sentir bien. Bien évidemment, il y a beaucoup plus de mythes qui existent. Oui, Il y en a vraiment une multitude. J'ai essayé d'en prendre peut-être quelques-uns qui me semblaient pertinents et que j'ai déjà rencontrés, on va dire, dans ma propre expérience. hmm. Mais il y en a beaucoup plus. Mais après, si vous voulez, on peut faire une vidéo aussi pour parler que des mythes. Faut aller. Vidéo mythe, idée fausse sur le TDAH. Ok, ok. Euh, Juste, bon, ça, c'est en fait une question piège. Dans les pays du Sud, en tout cas, en particulier au Bénin, tu vois, enfin, on sait que le TDAH, Mhm. c'est quelque chose dont les gens ne parlent pas souvent. Est-ce que tu penses que c'est parce que c'est pas reconnu? Est-ce que c'est ignoré? Enfin, à ton avis, en fait, pourquoi en fait les gens n'y prêtent pas attention? Ouais. Bah, les questions relatives à la santé mentale, de façon générale, n'ont pas forcément on va dire, le plus d'écho chez nous. Ce n'est que maintenant qu'on commence à voir de plus en plus de contenu, on va dire, sur la question créée par des personnes africaines et tout. Mm. Pendant longtemps, on a considéré que ce ne sont pas enfin, ce sont pas des Ouais. sujets pour nous, ce sont des sujets pour, on va dire, d'autres types de populations Ouais, qui ouais. vivent en général loin de nous. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas le cas. Je pense qu'il y a également le fait que les gens ne comprennent pas, en fait, de quoi il s'agit.
on n'a pas en fait été éduqué en fait avec ce genre de terminologie, de concepts. Ouais. Et du coup, quand je regarde par exemple, notre génération, on est en train de le découvrir. La génération de nos parents, quelques personnes parlaient peut-être déjà de santé mentale, de ce Ouais. genre de choses et tout. Mais vous remontez à la génération de vos grands-parents, je ne sais pas Ils si, savent pas ce si que c'est, hein. même, voilà. Ils savent pas ce Donc que c'est, ouais. maintenant, outre le volet tabou, outre le volet méconnaissance du sujet, euh, il faut dire aussi que, alors, je le partage parce que j'ai eu encore une fois à faire mes propres recherches. Ce sont des sujets qui sont quand même présents dans nos cultures et dans nos religions endogènes. Ah ouais? Quiconque cherche un peu va voir que dans nos religions endogènes, des mentions aux conditions comme l'autisme, par exemple, Ah ouais? bah oui, bien sûr, ça existe en fait chez nous. C'est juste que je pense qu'on a aussi un peu perdu, on s'est un peu éloigné en fait de tous ces savoirs, de toutes ces connaissances-là. Et voilà, en fait, ceux qui sont vraiment curieux, qui vont vraiment chercher à aller dans le fond des choses, auront des réponses. Et ce que je peux peut-être très rapidement partager avec vous, je sais que à l'époque, dans le royaume du Dahomey, il y a un culte précis qui, justement, est intimement lié à la question de la neurodivergence. C'est le culte des Nansokwe, qui est un culte royal, en fait, dans lequel tous les enfants, ou plutôt tous les princes d'Ankhoumenou qui naissaient, on va dire, avec des malformations, que ce soit Mmh. physiques ou mentales, Ouais. étaient déifiés justement à leur naissance et devenaient une divinité. Et c'est en gros sur cette base-là que s'est construit le culte donc Zomadonu, que je mentionnais maintenant, mais également Nansokwe. Donc voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais Ça, c'est ça quand même existait également chez nous. C'est juste qu'aujourd'hui, ce sont des choses que nous avons un peu perdues, dont on s'est un peu éloigné. Et on a tendance à penser que ce sont justement des troubles ou des difficultés pour d'autres personnes, alors que nous sommes en plein dedans aussi. c'est quand même dingue parce que tu vois, moi je savais pas du tout, tu vois, enfin, que même dans les temples vaudous, dans les couvents, en fait, enfin, il y avait déjà cette petite notion-là depuis le Ça temps. existe. Donc c'est incroyable, en fait, de se rendre compte de ça 1000 ans après, quoi. Et oui, mieux vaut tard que jamais, hein. Mieux vaut Ouais, tard oui, que c'est vrai. jamais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, pourquoi tu penses que bon, à ton avis, pourquoi tu penses que c'est important, en fait, enfin, de faire attention à tout ce qui est santé mentale, enfin, à TDAH et tout ça? Pourquoi c'est important? Hmm. J'adore ta question parce que pour moi, la réponse est on ne peut plus évidente en fait. C'est Mhm. hyper important de considérer justement toutes les questions relatives donc à la santé mentale, déjà à la santé tout court, à Ouais, la santé mentale et également aux conditions neurodivergentes parce que euh, il faudrait pas attendre en fait qu'il soit trop tard avant de commencer à se poser les bonnes questions. Il faut pas attendre que des gens autour de nous prennent des décisions, on va dire, fâcheuses ou regrettables avant de se rendre compte que mais, ces personnes avaient besoin de soutien pendant tout ce temps-là et on n'a juste pas été suffisamment outillés, on n'a pas suffisamment été à l'écoute pour comprendre cela. Et aujourd'hui, voilà, l'information en fait est là. Aujourd'hui, on est en 2024. Il suffit juste de prendre son téléphone pour pouvoir avoir accès justement à des contenus, pouvoir même demander à ChatGPT euh, toutes sortes de questions pour justement se former sur le sujet et être capable de le reconnaître et être capable aussi d'être là pour ses proches, euh, justement dans le but d'éviter ouais, que on arrive à des situations fâcheuses où il est trop tard. Donc pour moi, ça c'est vraiment le premier point. Ça peut simplement coûter des vies. Le fait de ne pas prendre ces questions-là au sérieux, le fait de ne pas adresser ces sujets-là. Euh, Aussi parce que quoi qu'on dise, le sujet est présent chez nous. On ne peut pas ouais, juste balayer cela en dessous du tapis comme si cela n'existait pas. Et je pense que c'est important qu'on considère ces sujets-là parce que plus on le rendra populaire chez nous, plus on en parlera et plus ça permettra en fait de contribuer à changer les perceptions, les attitudes, les comportements relatifs à ces questions-là. Plus vous aurez autour de vous des gens qui vont oser prendre la parole, ouais. partager leur expérience, plus on va dire un nombre important de gens auront la possibilité de se reconnaître dans ces expériences-là et faire sens de cela pour eux-mêmes. Ouais. Et enfin, ça c'est aussi un point que j'ai découvert par la suite. La plupart des recherches scientifiques conduites sur le sujet ne prennent pas en compte des populations
comme les nôtres, des populations qui te ressemblent, qui me ressemblent. Et c'est hyper important justement qu'on commence à en parler pour que, euh, on va dire, la science, les spécialistes, les professionnels puissent s'y pencher un peu plus et soient mieux outillés pour le reconnaître chez nous et également comprendre comment ça se manifeste pour pouvoir justement Mm. savoir comment soutenir euh, tout ce petit monde-là. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai que tu vois, même quand tu vas sur Internet et que tu cherches des infos, scientifiques, bah, tu ne Mhm. trouves pas beaucoup d'enquêtes ou de sondages qui ont été faits, en fait, sur des populations noires. Et du coup, en fait, je pense que c'est peut-être aussi pour ça aussi que il y a ce clivage-là. On se dit que, Bien ouais, sûr. c'est pas les trucs qui nous concernent. C'est pas, ça ne concerne pas les noirs. Ah, le noir, en fait, c'est quelqu'un qui doit être qui est intrinsèquement puissant, il est au-delà en fait de tout ces, tu vois. Donc il y a vraiment cet ancrage-là. Moi, j'ai l'impression qui fait que les gens se disent qu'en fait, les Noirs, ils sont Ils peuvent au-delà tout en fait, endurer. troubles mentaux, tu vois. Ah, en tout cas, personne n'est au-delà de ça, hein. Et il faut pas attendre que ça tombe sur soi avant de commencer à se documenter, avant de Ouais. commencer à considérer simplement le sujet. Le meilleur moyen, même le meilleur moment pour commencer à s'intéresser à ces sujets-là, c'est justement quand tout va bien. Faut pas attendre Oui, avant de se oui. retrouver justement dans le dur des choses avant de commencer à avoir ces réflexes-là. Donc Ouais. voilà. Ok, ok. Maintenant, en fait, j'aimerais qu'on parle un peu de ton expérience personnelle Mhm. avec le TDAH, en fait. Comment est-ce que toi, je sais que tu as expérimenté ça. D'ailleurs, tu m'as dit tout à l'heure qu'on ne dit pas à quelqu'un qu'il est atteint de TDAH, en fait, mais qu'il faut, je pense, trouver une façon. Enfin, je sais pas, il faut dire qu'il a été diagnostiqué, je crois. Alors en fait, TDAH, en fait. Comment est-ce qu'on le dit, en fait? alors l'idée, bah, juste me dire que j'ai un TDAH, en fait, ça Ok. marche. L'idée, en fait, derrière ça, c'est que aujourd'hui, on considère encore beaucoup ces conditions-là comme étant des maladies. Ouais, Et il faut coûte que coûte qu'on arrive à changer un peu cette perception des choses-là, qu'on arrive à quitter, en fait, on va dire, d'une situation où on considère ces maladies comme étant justement des maladies, des pathologies, ouais, vers une situation où on voit en fait ces conditions pour c'est ce qu'elles sont réellement, une ou plusieurs expressions, on va dire, différentes du cerveau humain. Tout comme dans la nature, vous avez la biodiversité avec l'ensemble des c'est vrai. espèces voilà, qui existent. Eh ben, nous avons également donc la neurodiversité qui englobe toutes les expressions du cerveau humain, quelles qu'elles soient. Euh, je pense que c'est hyper important parce que il y a de la force dans le verbe et C'est vrai. je pense que quelqu'un qui aujourd'hui on va dire, a un TDAH n'est pas une personne malade, n'est pas une personne à considérer comme voilà, quelqu'un de malade, c'est juste quelqu'un qui est censé, on va dire, quelqu'un qui devrait comprendre comment son cerveau fonctionne, comprendre qu'est-ce qui fait que cette personne est différente en fait, on va Ouais, dire, de la norme et juste pour qu'elle puisse, comment je peux dire ça, en tirer le meilleur profit en fait. ouais. Enfin, il serait impensable de juger, on va dire, les qualités d'un poisson en lui demandant de grimper un arbre, par Ouais, exemple. c'est ça. Ouais, Comme ouais, on ne ouais. demanderait pas à un oiseau de performer comme un poisson, On etc. passe. Et je pense que c'est pareil, en fait, pour les êtres humains. Tout le monde, en fait, arrive dans le monde avec un certain set de qualités, de compétences. Et voilà, c'est en fait à chacun de pouvoir aller vers ce qui lui permet d'être la meilleure version de lui-même et il ne s'agit que de ça, en fait. Tu arrives à mettre, je vais dire, l'accent, ou plutôt à mettre en lumière ce fonctionnement différent du cerveau-là, quand en fait les gens normaux, les gens actuellement en fait n'ont pas, et même moi en fait, je me disais pas qu'il fallait à un moment donné revoir la façon dont je conçois en fait l'expression des cerveaux, tu vois. Donc je trouve que Mais c'est tout, hyper intéressant ce que tu dis. Mhm. Et j'ai envie Mais de... tout ça, Ouais, c'est lié aussi au système dans lequel on évolue, hein. on a... Parce Ouais, que en fait, le système dans lequel on est, c'est ce système-là, justement, qui vise, en fait, à harmoniser, à standardiser un peu la manière dont les gens apprennent, la manière dont les gens juste vivent leur vie. Et c'est cette,
on va dire, peut-être cette standardisation-là, en fait, aujourd'hui, qui est en train de mettre en lumière le fait que, mais tout le monde, en fait, n'est pas, intrinsèquement formaté pour rentrer dans ce moule-là. Il y a beaucoup de gens, justement, pour qui c'est, on va dire, ça crée beaucoup plus de peine, beaucoup plus Ouais, de douleur, d'essayer de rentrer dans ce moule que juste d'être eux-mêmes. ouais. En fait, c'est au système de s'adapter aux gens. C'est pas aux gens de s'adapter, en fait, au système. Mais je trouve que il y a beaucoup de choses à faire dans le système éducatif actuel. Enfin, pas seulement en Afrique, mais en général, tu vois. Je suis d'accord et il faut justement qu'on puisse, rester critique par rapport à ce système-là Ouais, aussi et pouvoir le challenger pour pouvoir, l'amener, on va dire, à évoluer et prendre en compte tous ces aspects-là, de sorte à ce que tout le monde, en fait, puisse, évoluer le plus sereinement possible et atteindre son plein potentiel. ouais, 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 ouais. Non, franchement, très bien dit. Euh, Mais du coup, toi, en fait, enfin, à quel moment est-ce que tu as su que tu étais atteint de TDAH? Enfin, les premiers symptômes, comment c'est arrivé en vrai? Bah, alors, déjà, il faut savoir que ces conditions-là, n'arrivent pas ex nihilo. Heu, c'est des conditions qui sont héréditaires. Ah, ok. Alors, je ne le savais pas quand j'étais beaucoup plus jeune. Tout ce que je savais, c'est que je savais qu'il y avait quelque chose qui était peut-être un peu différent avec moi. J'arrivais pas à mettre le doigt dessus, j'arrivais pas à expliquer forcément. Depuis que je suis tout petit, je me rappelle avoir je posais beaucoup de questions. Je posais beaucoup de questions du style, «Pourquoi? Pourquoi ci? Pourquoi ça?» J'étais hyper curieux, et déjà ça, en fait, aurait dû mettre la puce à Ouais, l'oreille, on va dire à mes parents s'ils avaient eu, en fait, ces informations-là. Hem, je me rappelle également du fait que, ma mère me disait très souvent que, je suis très étourdi. Alors, entre parenthèses, ce qu'elle mettait en lumière sans le savoir, c'est mon côté, on va dire, inattentif, qui est donc l'une des caractéristiques de ce TDAH. Dans le même temps, j'ai beaucoup de tontons, tatas, enseignants, adultes de l'extérieur et tout, qui me qualifiaient d'enfant agité. Alors, ce ok. qui est drôle, c'est que avec ce terme que je n'aimais pas trop quand j'étais petit, bah, je me rends compte qu'il mettait en lumière le volet hyperactivité. Ouais, 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 Et quand j'ai regardé aussi, mes bulletins scolaires, ouais. ont montré de façon constante sur, quasiment toute ma scolarité que j'avais certes des qualités, j'avais certes du potentiel et que malgré ces qualités, ce potentiel, c'est comme si, j'avais des difficultés en fait à performer à ce niveau-là. Et la plupart des commentaires justement de mes professeurs montraient à quel point je performais systématiquement en dessous de mon potentiel et que selon eux, avec un peu plus d'efforts, un peu plus de concentration, un peu plus de travail, je pourrais atteindre ce potentiel-là. Et rien que ça aussi, ça n'a l'air de rien, mais c'est un élément aussi qui d'ailleurs m'a beaucoup servi lors de mon diagnostic, puisque je suis justement allé, on va dire voir mes thérapeutes avec ces éléments-là et Ok. eux-mêmes ont pu confirmer sur cette base que oui, ces traits, neurodivergents, TDAH étaient présents chez moi depuis que je suis tout petit. Maintenant, hem, ce qui se passe, c'est que ces traits étaient là. Je n'avais pas forcément, la possibilité d'en faire sens. Je savais que quelque chose était différent, mais ce n'est que très récemment, on va dire il y a à peu près 2 ans, que, Ouais. j'ai réellement pris conscience de cela et qu'est-ce qui m'a permis, en fait, de me mettre sur la voie? C'est tout simplement, j'ai eu à traverser une période assez difficile sur le plan de ma santé mentale. C'est, un moment où, je me suis pas vraiment reconnu, tout ce qui me donnait, on va dire de la joie, du baume au cœur, et bah, c'était plus le cas. C'est en traversant cette période, en fait, que j'ai eu l'information donc d'un proche, quelqu'un m'a mis aussi sur la piste du fait que: «Ah, peut-être que ce que tu vis, peut-être que le TDAH pourrait expliquer certaines de tes expériences» et c'est là que j'ai commencé à faire aussi, on va dire, mon travail de recherche, mon Ouais. travail sur moi-même pour arriver à le reconnaître et il m'a fallu environ, je pense, 1 an à 1 an et demi entre le moment où Ouais. on a planté la graine dans ma tête et le moment où j'étais capable de reconnaître et de faire sens de ma neurodivergence. Donc Ouais. ça Ouais. prend vraiment du temps, c'est un cheminement personnel et à partir du moment où j'ai vraiment compris cela, je suis allé voir mon médecin. J'ai expliqué cela à mon médecin, j'ai eu une longue discussion avec elle et
elle, du coup, m'a référé pour que je puisse aller faire un diagnostic officiellement. Et entre le moment où j'ai été référé pour ce diagnostic-là, il s'est écoulé environ un peu moins d'un an Ah ouais? que, bien sûr, avant que j'ai pu avoir l'opportunité de m'asseoir devant un spécialiste pour ce diagnostic-là. Donc, tout ça illustre également, on va dire, les difficultés à la fois donc, de reconnaître ces conditions lorsqu'elles se présentent à nous, surtout avec le background socio-culturel que nous avons, mais également les difficultés d'accès au diagnostic lui-même. Ouais. Et je me considère comme étant une personne très chanceuse parce que aujourd'hui, je suis installé à Amsterdam et j'ai eu la possibilité de le faire à Amsterdam. Mais quand je regarde un peu tous mes amis, tous les gens que je connais qui sont restés au Bénin, qui auraient peut-être besoin du même soutien ou du même accompagnement que celui que moi j'ai eu, je ne sais pas trop Ouais. vers qui ils peuvent se tourner au Bénin pour pouvoir avoir cela. Ah, Donc, c'est vrai je ne qu'au dis pas Bénin, que il y a ça pas mal. n'existe pas, hein. Je ne dis pas que ça Ici, n'existe pas au Bénin, mais c'est je plus pense que c'est difficile. très difficile de trouver cela. Et même s'il y a peut-être, on va dire, des thérapeutes ou des praticiens sur place qui peuvent aider des gens, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de barrières, on va dire, pour monsieur tout le monde s'ils souhaitent justement avoir un diagnostic TDAH. Donc, Non, voilà. mais c'est sûr. C'est sûr que, tu vois, se faire diagnostiquer au Bénin, c'est difficile. Déjà, quand tu entends que la plupart des psys, en fait, quand ils se forment, ils préfèrent aller travailler à l'extérieur. Bon, après, ce qui est entendable parce que, enfin, ils finissent, ils ont pas de travail. En tout cas, supposément, c'est difficile. Les réalités sur le terrain, tu te rends compte que, bah, enfin, les gens ne croient pas en ton travail, en tout ce qui est santé mentale. Donc, du coup, en fait, ils préfèrent s'expatrier, travailler en Occident. Et en fait, au final, en fait, le résultat, c'est que, bah, il y a très peu de spécialistes sur le terrain. Et donc, 'fin, le diagnostic est hyper compliqué. J'imagine que si tu n'avais pas, 'fin, quitté le Bénin pour t'installer à Amsterdam, en fait, ça allait être beaucoup plus compliqué, en fait, d'avoir ton diagnostic vraiment effectif, quoi. Oui, ça aurait été très compliqué, je pense, de l'avoir. Et j'ai même eu justement l'expérience quand j'étais encore à Cotonou. J'ai contacté une thérapeute, j'ai été la voir pendant quelques sessions. Et voilà, ça s'est relativement bien Oui, passé avec elle, mais impeccable. j'ai très vite perçu que l'accompagnement que je pouvais obtenir d'elle serait très limité parce que elle n'avait pas forcément une compréhension de, on va dire, de ces éléments-là. Et j'avais également le sentiment que la personne en face de moi ne me voyait pas entièrement pour qui j'étais, mais elle me voyait peut-être juste une partie, en fait, Ouais. de qui j'étais au travers de son propre prisme Mm, également. Donc, du coup, mm. je pense que oui, j'ai dû faire 4, 5 sessions avec elle et après, je dis merci. Vas-y, ouais. Ok, je vois, je vois. Et en fait, quel a été l'impact justement du TDAH sur ton quotidien, sur ta vie sociale, sur ta vie scolaire? Je sais que tu disais tout à l'heure à l'instant que ça t'avait beaucoup, beaucoup affecté, que ça a même eu, enfin, ça a affecté ta vie scolaire, tu en parlais à l'instant tout à l'heure. Mais est-ce que tu peux peut-être partager avec nous quelques exemples concrets en fait de la manière dont Bien sûr, ça t'a affecté? bien sûr. Bah, allez, tu parles de vie scolaire. Commençons par la vie scolaire. Mm. Euh, J'étais donc un enfant qui posait beaucoup de questions, pour certains beaucoup trop de questions. Quand vous êtes dans une salle de classe et que tu poses beaucoup de questions à ton enseignant, surtout chez nous, ça peut très vite être perçu comme, au lieu que l'enseignant le voit comme, ah, mais cet enfant est curieux, il pose beaucoup de questions, beaucoup d'enseignants vont le voir comme, ah, mais pourquoi cet enfant challenge mon autorité Ouais, d'enseignant? c'est ça, c'est vrai. Tu vois. Donc ça déjà peut te créer pas mal de problèmes. Euh, Ensuite, euh, je me rappelle par exemple dans les classes à partir de la quatrième, si je ne me trompe pas, j'ai vu mon niveau en maths complètement dégringoler. Et d'ailleurs, ça m'a même fait penser pendant de longues années que je n'étais pas du tout doué pour les mathématiques. Mais ce qui s'est réellement passé, c'est que je n'avais pas des enseignants qui ont réussi à m'intéresser à la chose. J'avais des enseignants qui venaient, qui faisaient leurs cours, pas de problème. Mais moi, j'avoue que le sujet avait du mal Ouais, à me c'est passionner. Et parce que justement, je n'avais pas trouvé cet intérêt-là,
bah, la plupart de mes cours de maths, d'ailleurs, je vais pas citer de nom, mais mes amis vont se reconnaître, on était assis littéralement à tous les cours de maths à côté de la fenêtre. Ouais. Je regardais au travers de la fenêtre et tout pendant la quasi-totalité du cours. Du coup, J'avais de très, 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 très mauvaises notes en mathématiques pendant longtemps. Mais le pire dans tout ça, c'est que j'ai créé cette, on va dire, enfin, je me suis vu penser pendant longtemps que je n'étais pas doué en mathématiques. en Alors qu'en mathématiques. fait, j'ai de vraies qualités pour tout ce qui touche à la géométrie, au point où, même sans avoir à mesurer quoi que ce soit, j'arrive à approximer très rapidement euh, les distances, les volumes, à Dingue. mesurer en fait Ah ouais, ah des ouais, fois ah à vue ouais. d'œil, des fois à vue d'œil. Et d'ailleurs, même, puisqu'on est encore dans le volet scolaire, lorsqu'on était dans les chapitres de géométrie, j'étais très nul pour pouvoir expliquer mon raisonnement, mais je trouvais toujours la Le bonne réponse. résultat. Ah Oui. ouais, ok, ok, ok. Donc, tout ça, tu vois, ce sont déjà juste quelques exemples, mais je pense également au fait que mais, quelqu'un qui a un TDAH en général a besoin de variété, a besoin de bouger. Euh, Être assis dans une salle de classe de 8 heures à midi et de Ouais, 15 heures à c'est 19 sûr. heures, franchement, ce n'est vraiment pas la chose la plus idéale pour une personne avec une condition comme cela. Et donc, du coup, tu es obligé de créer des mécanismes, tu es obligé de trouver des façons de, voilà, ne pas passer pour un enfant turbulent, pour ne pas challenger l'autorité de ton enseignant, pour ne pas trop bavarder parce que le cours ne t'intéresse pas. Et donc, du coup, tu es obligé de créer tous ces mécanismes-là, en fait, pour pouvoir survivre, entre guillemets, toutes ces expériences-là. Euh, donc, pour le volet scolaire, voilà. Après, ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui fait toujours beaucoup de choses en même temps. Euh, voilà, je Ouais. suis toujours sur beaucoup de projets en même temps et on va dire cette tendance aussi à faire beaucoup de choses en même temps est caractéristique, on va dire, de ma condition neurodivergente. Donc voilà, enfin, Ok, ok. Non, mais on va avoir beaucoup d'autres exemples, hein, c'est mais sûr. voilà Parce déjà que quelques-uns. C'est sûr, parce que même quand on voulait enregistrer, enfin, je vous le confie comme ça en aparté, mais quand on voulait enregistrer, du coup, enfin, faire le plan là et tout, t'avais plein d'idées en fait. On devait structurer, cadrer les trucs et tout ça. J'étais en mode, mais comment toi, c'est bon? En fait, t'arrivais à penser à 1000 choses à la fois. Alors que moi, en fait, je suis du genre, ah, ok, on fait ça d'abord, on avance. Mais toi, en fait, t'arrivais vraiment à avoir un esprit de, je vais dire, de c'est quoi le mot? En fait, une vue holistique, en fait, tu vois, sur C'est exactement ça. tout, plein d'aspects en même temps. Et c'est. En fait, moi, je trouve que c'est cool, en fait, justement, de pouvoir penser à 1000 choses à la fois et d'être multitâche, tu vois. Il y a du bon dedans, il y a du bon dedans, mais être Yes, multitâche ouais. demande souvent beaucoup plus de ressources cognitives et mentales que si tu étais monotâche. Mais voilà, c'est pas négatif en soi, c'est juste que c'est une façon différente en fait de faire. Ça a ses avantages et ses inconvénients aussi. Donc voilà. Ok. Est-ce qu'il y a eu des impacts sur ta vie sociale, en fait, en général? Tes amis, les sorties, je sais pas, Bien tes, sûr. tes relations amoureuses, je sais pas, enfin. Bah, Aïe. sur la vie sociale, déjà, j'avoue qu'il y a des moments où, quand je me retrouve dans une situation où je me sens un peu overwhelmed, un peu submergé, on va Ouais. dire, par voilà, le- les, le- les événements du quotidien, etc., etc. J'ai beaucoup de mal, en fait, à rester, on va dire, à maintenir des relations comme il faut, c'est-à-dire euh, répondre de façon rapide aux messages. C'est quelque chose, j'avoue, j'ai beaucoup de mal. J'essaie de me forcer pour ne pas laisser les gens trop longtemps attendre, Ok. mais ça m'arrive très souvent. Lorsque je vais commencer à me sentir un peu submergé, en général, je vais le remarquer parce que je vais avoir mes emails qui commencent à s'amonceler, je vais avoir mes messages qui commencent à rester, enfin, je vais avoir beaucoup de notifications de Ouais. messages non ouverts, ce genre de choses. Et sur le plan social, bah, comment je peux dire ça simplement? J'ai très souvent aussi eu un peu l'impression d'être un peu un outcast, d'être un peu, je veux pas dire pas à ma place, mais d'être un peu différent en fait des gens autour de moi. Et ça, j'ai pu le constater à tellement, tellement, tellement de moments dans ma vie, que ce soit encore une fois à l'école, au travail, dans les cercles sociaux. Euh, j'ai remarqué également que même dans la manière dont je communique, dont je m'exprime avec les gens, beaucoup de gens aiment bien ce qu'on appelle le small talk. Ah bonjour, comment tu Ouais. vas? Ça va bien? Oui, ah, Ouais, c'est alors. ça aujourd'hui, machin.
Ça, c'est typiquement le genre de sujet où tu peux me perdre très vite. Pareil, Je déteste le small pareil, talk. pareil, pareil. Je ne vois personnellement pas l'intérêt si c'est pas juste pour faire un peu genre. Donc, pendant longtemps, je sais que j'ai eu un peu du mal parce que quand les gens me demandent, par exemple, Hey, Maounou, comment tu vas? Bah, moi, j'ai envie de répondre comment je vais. Mais quand tu comprends Alors un que, peu mieux bah, que le non. sujet, en fait, le but est de répondre oui, ça va Oui, bien. c'est vrai, et toi? Alors, donc, même si tu n'es pas bien, même si tu ne te sens pas au top Ouais. de ta forme, là, tu réponds, ah, ça va, bien, et toi? Donc voilà, donc le small talk aussi, c'est quelque chose, j'ai beaucoup de mal dessus. Et si quelqu'un veut, je sais pas moi, me parler ou faire quoi que ce soit, c'est toujours mieux en fait de venir directement avec, OK, Mmh. j'ai pensé à ça, j'ai eu telle idée, et moi je rentre directement dedans. Mais Ouais, ouais, ouais. voilà. Non, mais c'est incroyable, c'est dingue parce que tu vois, plus tu parles, plus moi, en fait, je commence, je commence à avoir des doutes sur moi-même. Genre, en fait, plus tu parles, je commence à trouver, en fait, des petits symptômes, en fait, dont tu parles là. Et je me demande si, au final, je ne vais pas aller faire un diagnostic, quoi. Tu vois, là, typiquement, tout ce qui est small talk, là, c'est pareil, Je te j'aime pas, en suggère, je te fait, tu vois. suggère peut-être de parler plus de traits que de symptômes, parce que Ok, encore une fois, symptômes renvoient ah, à l'idée ah, d'une ok, ouais, de trait. pathologie, alors qu'un trait, c'est juste, voilà, C'est c'est un vrai, trait. Donc c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. voilà. T'as bien raison, franchement. Donc, plein Donc de traits. En plus, moi, tu vois, de base, je bégaye un peu, tu vois. Donc, très longtemps, j'avais aussi du mal avec. Enfin, j'avais l'impression de ne pas me sentir à ma place, tu vois. mmh Donc, peut-être que ça n'a rien à voir, hein. Je me dis, est-ce qu'il ne faut pas que j'aille quand même chercher des infos, me faire diagnostiquer et tout. Et justement, on va parler du diagnostic là, tout à l'heure. Comment est-ce que, enfin, toi, tu as fait? C'est-à-dire, tu as dû quitter, je pense, le pays. Tu es allé voir un thérapeute, c'est ça? Moi, donc, je me suis réinstallé à Amsterdam, donc il y a quelques années, je crois 2 ans à peu près. Et voilà, donc je me suis réinstallé ici, donc j'ai un docteur ici. Le OK. jour où j'ai réussi, enfin le jour où j'ai compris comment cela se manifestait chez moi, le jour où j'ai compris que ça pouvait me concerner tout simplement, bah, je suis allé voir mon médecin. OK. J'ai eu une conversation avec mon médecin. Mon médecin m'a référé pour aller me faire diagnostiquer. Mhm. Et donc, j'ai eu une longue attente. J'ai le jour de mon diagnostic, alors mon diagnostic m'a pris toute une journée en vrai. Ah ouais. Et bon, je peux essayer de disséquer ça un peu ici. Donc mon diagnostic m'a pris toute une journée. Je me suis présenté le matin sur les coups de 9 heures, je pense. Et j'ai eu d'abord une première discussion avec une infirmière psychologue. Donc elle Mhm. me pose plein de questions sur mes expériences, mon background, qu'est-ce qui fait que je pense que j'ai un TDAH et tout. Donc j'avais également fait mes recherches, donc je suis venu avec mes notes et tout, donc j'ai pu lui expliquer cela. Elle m'a posé vraiment beaucoup de questions. On a eu un entretien de plus d'une heure. Ouais. Et quand j'ai fini cet entretien-là, elle m'a envoyé faire un test sur l'ordinateur. Donc, OK. c'est un test qui s'appelle le QB test, enfin QB. OK. Et c'est un test en gros qui vise à mesurer en fait ton attention pendant que tu engages sur une tâche dite non stimulante OK. ou chiante, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, j'ai fait ce test-là. Ça m'a pris environ 20 minutes, une demi-heure maximum. Après cela, j'ai dû parler à 2 autres thérapeutes. Mhm. Donc du coup, elles m'ont posé plein de questions pour évaluer la persistance, on va dire, de mes traits TDAH depuis que je OK. suis enfant jusqu'à maintenant. Et ça a été également un entretien très dense qui a duré, je pense, 1h30 à peu près. Après ça, j'ai eu à parler à une psychiatre. Après C'est la que la même journée là. La même journée. Après avoir parlé à la psychiatre, je suis C'est- revenu vers la première infirmière thérapeute qui, elle, maintenant, m'a donné un médicament. Donc, le médicament, en fait, qu'on prescrit souvent aux personnes atteintes enfin, aux personnes qui ont un TDAH. VIH, ouais. Et après avoir pris ce médicament-là, une fois que le médicament a commencé à faire effet, elle m'a renvoyé faire le même test sur l'ordinateur que j'ai fait précédemment dans la journée. OK. Et ce qui s'est passé, c'est que à la fin, je suis allé donc avoir une dernière conversation avec la psychiatre qui, elle, justement, a pris les résultats du premier test du matin et du OK. deuxième test dans la journée. Et elle m'a montré, en fait, ces deux résultats-là.
Et à partir de ce moment-là, je peux te dire que ma mâchoire est tombée. Parce que quand j'ai regardé le premier résultat et que j'ai vu les données de mon test en comparaison avec les données, on va dire, d'une personne dite normale, j'ai tout de suite vu que c'est un Ouais, peu le jour et la nuit. ouais. Et quand j'ai justement regardé les résultats du test après avoir pris le médicament, j'ai vu tout de suite la différence par rapport au matin. C'était, on va dire ça, rentrait déjà un tout petit peu plus dans ce qu'on considère comme étant la norme. OK. Et donc, ça prouve que le médicament a eu effet sur moi et conf enfin, ça les confortait encore plus dans l'idée que, OK. voilà, le TDAH Intéressant. était bel et bien présent chez moi. Et je t'avoue que ce qui, moi, m'a surpris, c'est quand j'ai vraiment vu les scores. La plupart des scores que j'avais étaient vraiment très élevés. Et je pense que même dans le regard, en fait, de la personne que j'avais en face de moi, j'ai vu que Elle était choquée. les scores étaient vraiment élevés. Donc, voilà. Waouh, waouh, Donc ça m'a waouh. pris toute une journée, hein. J'ai commencé à peu près donc le matin sur les coups de 9 heures comme j'ai dit. J'ai pas quitté Ouais. l'endroit là avant, je crois 17 heures. Ah Donc ouais, ouais, ah ouais, ah ouais. voilà. Tu vois, ce genre de système-là, on ne l'a pas encore, tu vois, genre au pays, au Bénin. Mmh. C'est pas des trucs qui ont été mis en place. Donc parfois, je me dis, comment est-ce que concrètement on peut aider, tu vois, ceux qui pensent avoir ça, tu vois, et qui n'ont pas les moyens, tu vois, de se faire diagnostiquer et qui sont au pays. Alors, comment je peux dire? En fait, ce que je pense, c'est que le système dont tu parles, ce n'est pas, le système de diagnostic qui est compliqué. Tout ce qui est compliqué, en fait, au Bénin, c'est de pouvoir avoir des professionnels, qualifiés justement pour tout ce Ouais. qui est question neurodivergence, santé mentale, et qui soient justement au fait des dernières recherches aussi. Parce que moi, même si dans mon processus de diagnostic, on m'a fait faire, un test sur l'ordinateur et Mhm, tout, mhm. tu peux quand même être diagnostiqué sans avoir à faire le test sur l'ordinateur et autres. Tout ce qu'il te faut, c'est un thérapeute qui est qualifié pour cela et qui te fait passer justement les différents, on va dire, questionnaires ou entretiens, Mhm. pertinents pour cela. Donc du coup, c'est également possible de le faire à Cotonou, mais il faudrait donc trouver la personne qui a Qui, justement, ces compétences-là. Donc, peut-être qu'il y a des chances d'avoir, ce genre de diagnostic en ligne, je ne sais pas. Mais je suis conscient du fait qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se font en ligne. Donc, même si la ouais. personne n'est pas basée au Bénin, peut-être qu'en cherchant, peut-être qu'il y a des possibilités là. Je ne sais Je pas sais, encore, mais ouais, je sais que c'est possible. Il y a des tests en ligne que les gens font en général et qui affichent, enfin, qui te disent effectivement si tu es proche ou pas. Enfin, c'est pas des tests qui vont être précis, te dire exactement si oui ou non tu as, mais ils vont pouvoir te dire que tu entres dans la catégorie mmh. de ceux qui ont le TDAH. Alors, ces tests-là, par exemple, ce ne sont pas forcément des tests officiels qui vont te Mhm. permettre de dire: «Oui, je suis officiellement, hein, avec cette Ouais, condition-là». c'est vrai. Mais ce sont des tests, en fait, qui peuvent être intéressants pour quelqu'un qui est encore en phase d'exploration. Ouais. Ce sont des tests qui peuvent le mettre sur la voie. Je veux l'avoir, ouais. Si tu vas en ligne et que tu trouves, je sais pas moi, 3 ou 4 tests, sur TDAH et que tu le fais et que de façon constante, chacun de tes tests dit: «Oui, tu scores haut, oui, tu scores haut, oui, tu scores haut», eh ben, ça peut être Ouais. justement, on va dire, le bon moment de se dire: «OK, là maintenant je peux considérer Mhm. aller faire un diagnostic ou aller plus loin sur la question». Donc Ok. voilà. Intéressant, intéressant. Donc, après cette phase de diagnostic-là, enfin, j'imagine que ta famille a été au courant, peut-être, ou pas. Donc, du coup, je me demande comment est-ce qu'ils ont réagi, tu vois. Quel a été le rôle de l'entourage euh, déjà avant ton diagnostic et après ton diagnostic? Bah, alors moi, pour mon cas personnel, j'ai très clairement commencé à en parler avec ma famille, bien avant mon diagnostic. Dès le moment où j'ai compris, Mhm. j'ai pas attendu plus longtemps avant de commencer à engager la conversation, avec, mes parents, avec, mes sœurs et même mes amis proches et tout. Ok. Et j'avoue que bon, au tout début, j'avais aussi un peu l'impression de les fatiguer, de ramener tout le temps le sujet sur la table et tout. Ouais. Mais, à partir du moment où j'ai eu moi-même mon diagnostic officiellement et que je Ouais. le leur ai partagé, j'ai perçu quand même que, ça les a marqués, ça a renforcé peut-être leur motivation à faire leurs propres recherches, faire leur Mhm. propre cheminement sur la question. Et moi,
pour ce qui me concerne, je sais que ma famille a très bien reçu l'information. Et quand on sait que c'est quelque chose qui, on va dire, ça n'existe pas en isolation chez un individu, mais en général, c'est présent dans la famille. Du coup, Ça veut dire que si moi je l'ai forcément pris de quelqu'un, quelqu'un. voilà. Et si moi je l'ai, il y a de fortes chances que mes frères, sœurs et tout aient également quelque chose comme cela. Et moi, ma réflexion allait encore beaucoup plus loin parce qu'aujourd'hui, je suis déjà tonton. Et quand je regarde un peu mes nièces, mes neveux, je me dis, ah, il y a des choses que je reconnais personnellement. Et raison de plus justement pour que les parents puissent se pencher sur la question Ouais. pour pouvoir justement, on va dire, soutenir ces enfants-là, du mieux que possible, afin qu'on puisse peut-être leur donner l'accompagnement que nous n'avons pas pu recevoir, quand on était plus jeunes. Donc voilà, il ne s'agit que de cela. Cool, cool, cool. Franchement, parfait. Très intéressant, très instructif, cette interview avec toi. J'aimerais que pour finir un peu, on puisse parler du concept de neurodiversité. C'est un truc que j'ai souvent entendu et même toi, tu m'en as parlé un peu plus tôt là. En fait, c'est quoi Mmh. concrètement la neurodiversité? C'est quoi la différence avec la neurodivergence? OK. Ok. La neurodiversité, c'est l'ensemble de toutes les expressions du cerveau humain. Ok. D'accord? Et parmi toutes ces expressions du cerveau humain, il va y avoir des cerveaux qui opèrent, selon ce qu'on définit comme étant la norme Ok. et il va y en avoir d'autres qui vont opérer de façon différente. Donc ce sont ceux-là qui sont, entre guillemets, les cerveaux qui divergent de la norme, neurodivergents. D'accord. Ceux qui sont considérés comme étant la norme, on les appelle les cerveaux neurotypiques. Ok. Donc, hem, qu'est-ce que je voulais dire encore dessus? Donc voilà, donc neurotypique, neurodivergent, neurodiversité. Ok. D'accord, 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 d'accord. Ok, ok, ok. C'est plus clair. C'est plus clair. On va parler un peu d'éducation, de sensibilisation, voilà, pour essayer de voir un peu comment on pourrait sensibiliser, tu vois, davantage la société aux conditions de TDAH. En vrai, à ton avis, comment est-ce qu'on pourrait... c'est vrai que nous, avec 10 mois, quand même, on essaye de, tu vois, de faire ce genre d'interview, de parler à des gens qui ont déjà vécu ce genre de choses-là. Et l'idée, c'est de quand même de vulgariser au maximum pour que bah, si quelqu'un regarde cette interview et qu'il se sente, enfin, et qu'il se sent concerné, en fait, il puisse aller faire ses recherches, en fait, lui-même et essayer voilà, de partager autour de lui. Donc, est-ce que, à ton avis, il y a d'autres choses, en fait, qu'on pourrait faire pour justement vulgariser au maximum? Je pense sincèrement qu'à ce stade, il n'y a pas de meilleur moyen pour vulgariser les questions relatives à la neurodivergence que de partager les expériences de personnes neurodivergentes. Et il faudrait vraiment qu'on arrive à un point où on peut partager un maximum d'expériences de personnes neurodivergentes, mais avec des backgrounds socio-culturels différents, parce que il va y avoir des différences dans la manière dont ça se manifeste. Je le dis pourquoi? Moi, mon approche personnelle a été d'abord d'aller regarder de l'information dite scientifique. L'information scientifique aujourd'hui est relativement incomplète. Même les critères scientifiques qui sont utilisés pour faire les diagnostics sont actuellement en train d'être challengés, remis en cause pour qu'ils puissent être améliorés. Ok. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments, en fait, que ces critères-là même ne prennent pas en compte. Et parce que justement, ces conditions vont se présenter différemment en fonction de la personne, on va dire, qui les porte, je pense qu'on a beaucoup plus de chances d'en apprendre sur le sujet lorsqu'on écoute vraiment les expériences d'autres personnes. Et moi, pour ma part, j'ai eu vraiment la chance de rencontrer beaucoup de personnes neurodivergentes entre le moment où j'ai compris et le moment où j'ai pu accéder à mon diagnostic. Et c'est justement leurs expériences qui m'ont permis de faire sens de mes expériences aussi. Ok. Ok. Parce que une chose est d'arriver devant peut-être un ouvrage scientifique et de lire des critères théoriques, mais une autre chose est d'arriver à le reconnaître chez soi-même, Ouais, ce qui n'est pas tout le temps facile, surtout quand ça a été fait sur, encore une fois, une population qui a des caractéristiques différentes de la nôtre.
Mm. Donc, parler du sujet, le mettre sur la place publique le plus possible, que les gens partagent leur expérience et que ceux qui sont justement à la recherche d'informations aillent consommer justement ou écouter ou juste écouter, oui, enfin, consommer des Ouais. expériences d'autres personnes neurodivergentes. Moi, je pense que il n'y a pas de meilleur moyen à ce stade-là pour se former, pour, on va dire, vulgariser un peu ces sujets-là chez nous. Et bien évidemment, lire, se documenter, c'est Ouais. évident, mais surtout aujourd'hui, encore une fois, avec tous les outils d'intelligence artificielle que nous avons, que ce soit ChatGPT, Gemini et consorts, Mm. juste, moi, j'ai appris beaucoup en utilisant également ces outils-là, juste en posant des questions. Euh, ChatGPT, qu'est-ce que la neurodivergence? Ok. Ok. Tu peux me donner enfin, les traits principaux d'une personne avec un TDAH. Comment est-ce que je peux savoir si je suis une personne avec un TDAH ou pas? Mm. Juste une petite question, mais presque, j'ai pas envie de dire stupide, mais presque très simple en fait, que quelqu'un peut aujourd'hui poser à une intelligence artificielle et Ok. déjà avoir en fait au moins quelques éléments de réponse qui peuvent lui donner une direction à ses recherches. Donc il y a vraiment une multitude en fait d'outils aujourd'hui. Et encore une fois, Internet est votre meilleur ami sur ces questions-là. Internet est votre meilleur ami parce que c'est sur Internet qu'il y a beaucoup de communautés de gens neurodivergents qui partagent justement leur expérience, qui documentent leur expérience et qui challengent justement, on va dire, la science actuelle. Oui, donc en fait, même au niveau de la science, il y a beaucoup d'améliorations en fait qui sont attendues parce que il y a de cela, je pense, une quinzaine d'années, le niveau de science, on va dire, auquel on était arrivé à ce moment-là ne permettait pas de diagnostiquer, par exemple, une personne à la fois avec un TDAH et, par exemple, un TSA, donc un trouble du spectre autistique, comme on l'appelle. Ok. Ce n'est que très récemment, en fait, que on peut faire ce genre de Euh, double bien sûr. diagnostic-là. Et c'est très intéressant, surtout quand on sait que beaucoup de personnes avec un TDAH ont également ce qu'on appelle des conditions co-occurrentes. C'est-à-dire, je crois que au moins 30% de personnes avec un TDAH ont également justement des traits liés au spectre autistique. Il y a également plein de overlap Co, parmi toutes ces conditions-là. occurrence, c'est le mot pour l'autisme, c'est ça? Non, co-occurrence, ça veut dire que ce sont deux conditions en fait qui sont présentes en même temps. Ah, d'accord. Ok, ok, ok. Ok. Donc, moi aujourd'hui, je sais, Ok. donc c'est officiel, que j'ai un TDAH, Mm. mais je sais que j'ai pas qu'un TDAH, je le sais déjà. J'ai même d'ailleurs commencé des processus pour pouvoir faire aussi un diagnostic pour tout ce qui concerne le spectre autistique. Et c'est Ok. quelque chose qui me prendra encore un peu de temps, mais voilà, tout doucement, on va y arriver. Donc voilà. Ok. Ok. Mais franchement, merci beaucoup pour ce partage-là avec nous. Je suis sûr que ça va aider beaucoup de gens. J'aimerais qu'on finisse en fait cette interview en donnant peut-être des conseils ou des astuces, en fait, des ressources en fait que tu aimerais en fait partager avec ceux qui vivent avec le TDAH ou qui en fait, en suivant cette interview, vont être sensibles ou vont se sentir en connexion avec ce que tu as partagé. Je vais vous surprendre, mais allez sur TikTok. TikTok? Non, sérieusement? Et Il y a du contenu, enfin, il y a un paquet de contenus ah sur ouais, neurodivergence sur TikTok. Peut-être une des seules difficultés, c'est qu'il y a la beaucoup langue. plus de contenu Ouais, je vois. accessible, disponible en anglais Ouais. par rapport à ceux en français. Mais il y a de plus en plus justement de personnes qui commencent à parler sur ce sujet-là en français. Et euh, un des comptes, bon, je pense qu'ils sont beaucoup plus sur Insta que sur TikTok, Ok. mais c'est la mini coach TDAH. C'est Ah, ce que tu m'as envoyé là. Ok. voilà, celui-là. C'est clairement un des premiers comptes que je recommanderais à toute personne parce que la personne derrière ce compte, en fait, est, on va dire, très douée pour décomplexifier, en fait, Ouais. l'information relative au TDAH. C'est illustré, c'est fait avec des petits visuels graphiques, J'ai très remarqué. simple, très sympa, très facilement digeste. Ouais. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec cette page, c'est qu'elle a écrit justement un livre, je crois, le petit guide illustré du TDAH. TDAH, Ouais, ouais. qui est un peu dans le même genre.
et qui Ouais. justement peut permettre à quelqu'un qui, on va dire, commence son cheminement de, voilà, d'avoir suffisamment d'éléments pour se faire sa propre Ouais. idée sur la question. Ensuite, il y a un autre livre que j'ai lu et qui a été malheureusement, alors il est en anglais, mais c'est un livre qui m'a beaucoup ouvert les yeux, notamment sur les questions relatives au masking ou au masquage. Mhm. Je crois que le livre s'appelle Unmasking Autism et c'est donc sur l'autisme, Ok. mais c'est un livre qui a été écrit par le docteur Devon Prince, si je ne me trompe pas. Et moi, ça m'a beaucoup ouvert les yeux justement sur euh, comment justement pendant des années j'ai masqué en fait mes traits TDAH ou mes traits neurodivergents de façon générale. Et elle explique aussi comment cette notion de masquage est beaucoup plus importante chez les femmes à cause de la manière dont elles sont conditionnées par la société, mais également chez les personnes, on va dire, issues on va dire, de pays, par exemple, comme l'Afrique ou de pays Ouais. avec des cultures comme les cultures Asie du Sud-Est et tout. Ouais. Parce que Ouais. dans nos cultures, justement, on nous apprend beaucoup trop à réprimer, on va dire, nos émotions, notre Les monde intérieur émotions. et à, on va dire, présenter un visage qui soit suffisamment acceptable Ouais. pour la société. C'est Donc, en vrai. fait, on vit, en fait, pour la société Mm. plus qu'on vit pour nous-mêmes. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est Donc vrai. moi, ça m'a beaucoup ouvert les yeux dessus et je le recommande. Après, il y a aussi un autre livre qui est un peu plus, on va dire, volumineux, qui s'appelle Neurotribe. Mhm. C'est aussi un livre en anglais, mais ce que j'ai aimé sur ce livre, en fait, c'est que il retrace en fait toute l'histoire de à partir de quel moment dans l'histoire on a commencé à s'intéresser aux questions D'accord. relatives à la neurodivergence. Et malheureusement, ça va un peu main dans la main avec certaines parties très très sombres de l'histoire. Mais Ah ouais. je ne vais pas aller en dire plus sur ce sujet-là. Et le dernier livre, peut-être que je peux recommander, qui malheureusement est encore en anglais, ça s'appelle ADHD Ok. 2.0, donc ADHD 2.0. Et c'est un livre qui est court, je crois environ 200 pages, mais très complet. Et il brosse vraiment tout ce qu'une personne a besoin de savoir Ok. sur le TDAH. Et ce que j'aime beaucoup dedans, c'est que il y a même un endroit dans le livre où il y a au moins 6 pages où il y a un tableau qui récapitule tous les traitements possibles Ah et ouais. disponibles sur le TDAH. Je veux juste faire également dire un petit mot sur les questions de traitement. Mhm. C'est vrai que précédemment, on a dit qu'il ne s'agit pas de maladie, mais pourquoi parle-t-on de traitement? Aujourd'hui, une condition comme le TDAH peut être considérée comme étant un handicap, mais ce n'est pas un handicap euh, en lui-même, c'est un handicap lorsque on évolue dans une société comme la nôtre. Donc, c'est plutôt la société, en fait, qui se retrouve à handicaper, en fait, ces Le... personnes-là. Ouais. Ouais. Et le médicament, justement, permettent à une personne, on va dire, TDAH, justement, de gérer certains des aspects négatifs de sa condition Tiens. dans la société actuelle. Si vous prenez une personne comme ça et que vous la sortez de la société, ce n'est pas dit qu'elle expérimente les mêmes difficultés euh, qu'elle rencontre en société. Parce que une personne TDAH a vraiment besoin, par exemple, de temps pour laisser son cerveau se reposer, Ouais. peut être très rapidement euh, hyper stimulée par tous les stimuli qu'elle reçoit quasi quotidiennement. Et du coup, on vit dans des sociétés où on doit tous se lever le matin, on doit tous aller travailler, Ouais. on a très, très peu de temps pour soi-même, en fait. Et tout ça, justement, peut conduire des personnes avec des conditions comme un TDAH, voilà, peut les conduire dans un burn-out, Burnout, ouais. dans des conditions, justement, dans des vrais problèmes de santé mentale, parce que la manière dont la société, en fait, est constituée, bah, ne permet pas, en fait, à ces gens-là de vivre, ou plutôt d'avoir un style de vie qui soit le plus aligné avec leurs besoins, leur cerveau, comment leur organisme fonctionne. Donc, la société n'a juste pas été designée en fait en pensant à des gens comme nous. Et c'est ça justement qui quotidiennement nous handicape dans la société. Ok. Donc, voilà. Ok. Non, mais
c'est cool dans le sens où enfin, pas cool, mais c'est challengeant dans le sens où c'est à nous de changer maintenant les choses, tu vois. C'est à nous d'en parler plus, d'amener les gens à être plus conscients de ce genre de problématique-là. Et c'est en parlant plus, en portant la voix haut et fort que les choses vont commencer à changer. Donc, je trouve que ce genre d'intervention-là, comme la tienne, en fait, c'est ce qu'il nous faut. Et sur plein de sujets différents, tu vois. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Egloyer, pour ton temps, parce que je sais que tu as dû gérer ton agenda au millimètre près pour pouvoir trouver le temps de faire cette interview-là. Donc, merci beaucoup. Et je pense que ce qu'on Merci va à toi faire là, aussi. toutes les ressources dont tu as parlé, on va essayer de les mettre en lien, dans la description de la vidéo. Bien Et sûr, puis, s'il y a d'autres ressources, en tout cas, que tu as envie de partager, je pense qu'on va peut-être créer un petit fichier là où les gens pourront avec avoir. plaisir, Ouais, ok, ça avec marche. plaisir. Merci à toi aussi, Florian. Franchement, merci pour le temps que tu as donné. Merci pour voilà, la préparation de tout cela. Et j'espère que le message pourra toucher plus d'un et que chacun à son niveau pourra commencer aussi à faire ses petites recherches et voilà, aller tout doucement vers une version d'eux-mêmes, on va dire, qui vit au maximum de son potentiel.